L'Iran a tiré plus de 300 drones et missiles sur Israël. C'était la première attaque directe jamais réalisée entre les deux. La plupart des projectiles ont été interceptés en chemin. L'attaque iranienne est survenue après que Israël a bombardé le complexe de l'ambassade d'Iran en Syrie 2 semaines plus tôt. Néanmoins, Israël a juré de riposter à l'attaque directe. Une escalade sans précédent est en cours et un conflit armé entre l'Amérique, Israël et l'Iran semble plus proche que jamais. Cependant, si les choses tournent mal et qu'une guerre totale éclate, l'Iran ne sera pas seul. Son réseau de mandataires est vaste. Rien que ces derniers mois, les milices mandataires de l'Iran ont orchestré l'assaut du 7 octobre contre Israël, elles ont frappé les troupes américaines en Jordanie et en Irak, et elles ont attaqué des cargos commerciaux traversant la mer Rouge, en plus des câbles sous-marins qui se trouvent en dessous. En tout, depuis le conflit à Gaza, il y a eu plus de 160 attaques contre les troupes américaines. La réponse de Biden a été timide au mieux. Les ressources de l'Amérique sont étirées à l'extrême et Téhéran semble avoir une longueur d'avance, à tel point qu'il pourrait tout aussi bien déposer un brevet sur la guerre par procuration. L'Iran a financé, équipé et formé ses milices par procuration dans la région et poursuit une stratégie visant à décimer le pouvoir américain et israélien. Cependant, les victoires à court terme peuvent souvent avoir des conséquences à long terme. Alors que l'Iran peut être en train de répandre les cendres du conflit, il pourrait finir par inhaler le smog de ses conséquences. Ce qui vient ensuite pour Israël est controversé, mais cela dépend beaucoup de la détermination de l'Amérique. Nous savons qu'Israël réagira car il a besoin de dissuasion. Cependant, Biden n'est pas d'accord avec une contre-attaque et les responsables de la Maison-Blanche tentent de présenter l'attaque de l'Iran comme une victoire israélienne parce qu'il y a eu des dégâts mineurs. Ground News, le sponsor d'aujourd'hui, m'aide à percer le bruit. Il donne accès à des sources locales et régionales pour une perspective plus complète. Je peux comparer les titres sur la même histoire et voir comment différentes sources, parfois même des sources opposées, encadrent certains événements. Ground News vous fournit les outils pour prendre en compte tous ces angles. Pour moi, c'est inestimable. Et c'est la raison pour laquelle je me tourne vers Ground News chaque fois que je lis sur les événements actuels. Allez sur ground.news/Caspian pour obtenir 40% de réduction sur l'accès illimité à leur plan Vantage, celui que j'utilise pour faire mes analyses. Ils sont vraiment un service inestimable et je ne peux pas assez les recommander. L'Iran et l'Amérique se sont affrontés pendant des décennies, mais les choses se sont intensifiées récemment. La guerre en Ukraine épuise les ressources américaines, et tout ce qui reste doit être prêt pour le point de rupture qu'est Taïwan. Pour l'Iran, cependant, c'est le moment aussi bon que n'importe quel autre pour renverser le statu quo. L'Amérique ne peut pas être partout tout le temps. Mais pour comprendre comment les choses en sont arrivées à ce point, nous devons remonter le temps jusqu'à la révolution islamique de 1979. Le monarque soutenu par les États-Unis est renversé, et le leadership islamique s'empare de l'ambassade américaine, retenant en otage les 52 diplomates américains. Pour l'Iran, rompre les relations avec Washington était essentiel pour garantir le succès de la révolution islamique. Après tout, on ne peut pas porter la couronne tout en s'agenouillant devant le trône d'un étranger. Dans les décennies qui suivent, la politique étrangère de l'Iran se concentre sur le retrait de la présence américaine à travers le Moyen-Orient. Les conflits en périphérie vont et viennent comme des vagues implacables s'écrasant sur le rivage. Chaque vague offre à l'Iran une opportunité d'étendre son pouvoir. Mais cette approche ne concerne pas l'annexion de territoires, il s'agit de créer des vassaux. En finançant, formant et armant une équipe de groupes militants principalement chiites à travers le Moyen-Orient, l'Iran cultive un réseau de milices armées prêtes à exécuter sa volonté, tout en maintenant un voile de déniabilité. Pourtant, au premier jour de la République islamique, les États-Unis avaient le dessus. Saddam Hussein est apparu comme un rival redoutable, lançant une invasion en 1980. Il a fallu 8 ans, des millions de morts et des centaines de milliards de dollars pour forcer les deux parties à la table des négociations. Cependant, l'ennemi de mon ennemi est mon ami.
Bien que la guerre Iran-Irak ait été dévastatrice, elle a rapproché la Syrie du seigneur Assad de l'Iran. Avec Assad, Téhéran a cultivé son premier mandataire Hezbollah. Le groupe chiite était le premier membre du réseau de mandataires de l'Iran, communément appelé l'Axe de la résistance. Depuis, le Hezbollah est devenu un parti politique influent au Liban et l'une des forces militaires les plus capables de la région. Il renforce environ 100 000 combattants augmentés par des drones, des chars, de l'artillerie et un arsenal d'au moins 130 000 roquettes et missiles. Au cœur des aventures outre-mer de l'Iran se trouve le corps des gardiens de la Révolution, une force paramilitaire idéologique redoutable qui forme l'épine dorsale de la projection de puissance de l'Iran. Avec une force de 150 000 hommes, elle est presque de la moitié de la taille de l'armée nationale de l'Iran. Au sein de ses rangs opère la tristement célèbre Force Quds, réputée pour orchestrer, fournir et former les actifs par procuration de l'Iran à travers la région. Loin d'être un petit poisson dans un grand étang, la Force Quds a développé des groupes supplémentaires par procuration en Irak, surtout après 2011, alors que l'influence américaine diminuait. Les groupes soutenus par l'Iran opèrent sous le groupe parapluie Résistance islamique en Irak, qui compte environ 35 000 à 75 000 membres et est dirigé par des groupes comme Kataib Hezbollah, connus pour leurs assauts persistants contre les intérêts américains en Irak et en Syrie. En 2011, les vents du printemps arabe ont balayé le Moyen-Orient, renversant des régimes et semant la rébellion. Cela a créé la tempête parfaite pour que l'Iran puisse étendre son influence. Au milieu du bouleversement, l'Iran a saisi l'opportunité. Il a tendu la main aux rebelles Houthis au Yémen pour ancrer son influence profondément dans la péninsule arabique, en particulier près de ses principaux adversaires, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, qui ont tous deux des économies robustes, des forces militaires redoutably et d'alliance fortes avec l'Amérique. Les Houthis sont un groupe de rebelles aguerris au combat. Ils combattent les forces gouvernementales soutenues par l'Arabie saoudite depuis 2014, mais maintenant, ils agissent comme plateforme de missiles pour l'Iran. Depuis 2015, les Houthis ont lancé des centaines d'attaques par drones et missiles contre l'Arabie saoudite, Israël et même les Émirats arabes unis. Il y a peu de données objectives disponibles sur les Houthis, mais leur nombre s'élève à environ 200 000 bien que tous ne soient pas prêts au combat. Quoi qu'il en soit, entre 10 000 et 30 000 combattants Houthis sont censés être loyaux à l'Iran. Et en recrutant les Houthis, l'Iran a acquis un levier stratégique et a capturé des ressources arabes, plaçant une autre pièce sur l'échiquier de la région. Dans l'ensemble, l'Iran reconnaît les limites de son armée conventionnelle et par conséquent s'appuie sur la guerre asymétrique à travers ses mandataires. C'est une stratégie qui s'est avérée si efficace que la guerre civile syrienne a été le seul grand défi à ses ambitions. La chute potentielle d'Assad menaçait de saper l'emprise de l'Iran sur le Levant et de faire exploser son réseau de mandataires. Perdre la Syrie signifierait perdre un accès terrestre direct au Liban où se trouve le Hezbollah. Cependant, grâce à une alliance avec la Russie, l'Iran a pu repousser les forces rebelles syriennes, sécurisant la position d'Assad et le transformant effectivement en vassal. Un peu plus au sud se trouve le Hamas, un autre mandataire de l'Iran. Depuis l'attaque du 7 octobre, le Hamas a perdu des hommes et du territoire face aux forces israéliennes. De plus, on estime que 28 000 vies palestiniennes ont été perdues depuis le début des hostilités. L'Iran est le seul gagnant clair dans le conflit. L'attaque du Hamas est survenue à un moment où Bahreïn et les Émirats arabes unis, sous la direction américaine, ont fait des mouvements historiques pour normaliser les relations avec Israël par le biais des accords d'Abraham, l'Arabie saoudite étant sur le point de réaliser une percée similaire. Inversement, le conflit de Gaza a ravivé les tensions arabo-israéliennes avec une indignation régionale généralisée face aux actions israéliennes. Apparemment, Téhéran aurait peut-être sacrifié stratégiquement le pion pour empêcher la formation d'une coalition anti-Iran. En réponse audacieuse au conflit de Gaza, les Houthis ont lancé des opérations d'embarquement et des frappes de drones et de missiles sur les navires naviguant en mer Rouge. Le Fonds monétaire international a rapporté qu'en janvier seulement,
Ces perturbations ont entraîné une réduction de 30% du transport maritime en mer Rouge. Depuis lors, la marine américaine est intervenue, mais les frappes de drones et de missiles restent une menace. Dans l'ensemble, l'offensive des Houthis cherche à forcer la main de l'Amérique dans ses relations avec Israël et le monde arabe en général. Pour ajouter l'insulte à l'injure, les attaques en mer Rouge ont marqué le prélude à d'autres assauts sur les intérêts américains. Le 28 janvier, à la base de la Tour 22 en Jordanie, une frappe impitoyable a laissé 3 soldats américains morts et 40 blessés. Bien que la résistance islamique de l'Irak ait revendiqué la responsabilité, le Pentagone a rapidement pointé du doigt l'Iran le lendemain, l'accusant d'avoir armé les assaillants et promettant de tenir Téhéran responsable. En réponse, l'Amérique, avec le soutien britannique, a déclenché des frappes de précision sur 36 positions Houthi au Yémen. Cela a ensuite été suivi par des attaques supplémentaires sur les mandataires iraniens en Irak et en Syrie. Pourtant, bien que la puissance aérienne envoie un message puissant, elle échoue souvent à porter un coup de grâce. Les mandataires de l'Iran sont bien familiarisés avec de telles tactiques de puissance aérienne. Ils s'y attendent autant. Par conséquent, pour démanteler le vaste réseau de mandataires de l'Iran, l'Amérique n'a qu'un choix, des bottes sur le terrain. Au-delà des actions offensives, les États-Unis ont renforcé leur présence dans la région avec 3200 supplémentaires groupes, en plus des systèmes de défense aérienne Patriot et Terminal High Altitude Area Defense de pointe, plus une force opérationnelle navale. Cette empreinte militaire sert de signal à la fois à l'Iran et aux alliés des États-Unis de l'engagement de l'Amérique en faveur de la sécurité régionale. Pourtant, les attaques par procuration de l'Iran sont minutieusement chronométrées. Il profite d'une année électorale cruciale aux États-Unis et compte sur les obligations américaines envers de multiples conflits. Jusqu'à présent, Biden a été prudent, mais une victoire électorale pourrait l'encourager à adopter une position plus ferme. Trump ferait la même chose sinon plus. Néanmoins, il y a des obstacles sur la route de l'hégémonie. Malgré l'influence de l'Iran, chaque mandataire opère sous sa propre bannière idéologique. Des déviations par rapport aux directives stratégiques de l'Iran pourraient perturber ses plans méticuleux. Par exemple, les récentes attaques risquent un retour de bâton. Washington pourrait rompre les négociations pour le retrait de ses 2500 troupes restantes en Irak. Donc l'Iran peut marcher sur des œufs, mais ses mandataires doivent surveiller leurs pas. Et bien que Téhéran soit une puissance formidable, elle n'est pas sans vulnérabilité. Comme la Yougoslavie avant elle, la composition ethnique de l'Iran est sa principale faiblesse. Les décideurs politiques américains et israéliens envisagent actuellement d'exploiter ces divisions internes dans l'espoir de provoquer la balkanisation de l'Iran. Israël en particulier a renforcé ses liens avec l'Azerbaïdjan et a montré un intérêt pour le soutien des mouvements séparatistes azerbaïdjanais en Iran. Les Azéris ethniques sont environ 25 à 28 millions et ils sont principalement regroupés dans le nord de l'Iran. Si même une partie de ce nombre considérable prend les armes contre Téhéran, cela pourrait signifier un désastre pour la souveraineté de l'Iran. Cependant, les opérations d'information n'en sont qu'à leurs prémices. Pour entrevoir l'avenir, il faut regarder vers l'est de l'Iran. Ici, l'Iran est dans une impasse avec le Pakistan. Au cœur du problème se trouvent les séparatistes baloutches militants qui constituent la majorité ethnique dans la région et se sentent marginalisés par Téhéran et Islamabad. Du côté de l'Iran, il y a une insurrection islamiste sunnite, tandis que l'insurrection baloutche au Pakistan est un mouvement nationaliste plus laïque. Dans tous les cas, l'insurrection ethnique met l'Iran et le Pakistan sur le qui-vive. À tel point qu'en janvier, Téhéran a lancé des frappes unilatérales contre les séparatistes baloutches cachés au Pakistan. C'était la première fois que l'Iran menait une attaque sur le sol pakistanais. 2 jours plus tard, Islamabad a répondu par des frappes aériennes contre les séparatistes baloutches cachés en Iran. Cette escalade montre à quel point les choses peuvent rapidement et inopinément dégénérer. Pour l'instant cependant, alors que la poussière retombe, Israël cherchera à rétablir la dissuasion face à l'attaque directe de l'Iran. Cependant, le niveau de soutien de l'Amérique déterminera si la crise s'intensifie au-delà d'Israël et de l'Iran.
Quelle que soit l'issue de cette situation, les mandataires de l'Iran se déplacent à la périphérie comme une tempête de sable couvrant les empreintes de l'Amérique. Mais la guerre par procuration a toujours un effet boomerang. L'Iran pourrait encore remporter la bataille pour finalement perdre la guerre. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report, donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment pour le faire. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône de la cloche, sinon vous manquerez toujours notre dernier contenu. Merci d'avoir regardé, et Saol.